Voilà, je vais vous faire un exposé sur un sujet dont on parle beaucoup, c'est suivre la science, prendre des décisions basées sur la science. Oui, mais quelle science? Alors, qui je suis? Donc, j'ai eu depuis une bonne vingtaine d'années une double carrière. Plus ou moins la moitié de ma carrière, c'est au niveau scientifique et académique. D'abord à Liège avec Bernard, qui a été mon recteur. Et puis maintenant donc à l'ESP, à l'École de santé publique. Donc je suis la voisine de bureau d'Yves Copiter, ce que tout le monde connaît, mais moi je ne fais pas la télé. Et puis l'autre moitié de ma carrière, c'est comme consultante sur le terrain, donc principalement en Afrique de l'Ouest et dans les organismes internationaux, et dans les domaines de l'élaboration, de la planification, du suivi et de l'évaluation des programmes et des politiques de santé, de même que le renforcement des systèmes de santé qui en ont bien besoin. Alors, je trouve que tous les scientifiques, tous les chercheurs, toutes les personnes qui s'expriment devraient déclarer leur conflit d'intérêts. Donc, voici les miens. Je suis payée donc, comme consultante par des organismes internationaux, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, etc., et l'Alliance mondiale de la vaccination. Mais d'un autre côté, j'ai aussi presté le serment du libre examen, et j'y suis très attachée, j'étais très émue quand je l'ai presté. Et donc ce que je dis aujourd'hui n'implique que moi-même. Et sachez que mes institutions d'habitude désapprouvent mes propos, mais bon, je vais là-dessus. Alors, si on fait un petit peu un historique, on entend beaucoup parler de evidence-based medicine, donc la médecine basée sur les preuves. Il y a pas mal de médecins parmi nous. Ce courant a un petit peu engendré un nouveau courant de politique de santé basée sur les preuves, donc evidence-based policy. Et maintenant, on entend beaucoup parler de follow the science. Donc notre cher monsieur Fauci, monsieur Covid aux États-Unis, s'exprime souvent en disant il faut suivre la science. Il encourage les jeunes chercheurs à rester dans la science et à ne pas suivre les politiques, comme si la science n'était pas politique. Ça c'est absurde. Notre Premier ministre en Belgique, un petit extrait ici du soir, appelait à la science pour calmer les envies de déconfinement. Vraiment, il faut faire confiance à la science. Et puis alors, on n'est pas sorti d'auberge parce qu'avec la préparation du nouveau traité pandémie là, qui est en préparation au niveau de l'OMS, il y a tout un article sur le fait qu'il faut renforcer la science, suivre la science, prendre des décisions basées sur la science, etc. Donc c'est vraiment extrêmement à la mode. La science, oui, mais quelle science? Alors, tout au long de cette période de Covid, on a beaucoup entendu parler de virologie, d'épidémiologie, de modélisation. Alors, je me suis amusée un petit peu à faire une recherche sur PubMed qui est un grand moteur de recherche, disons, d'articles scientifiques médicaux. Et donc, en préparant cette intervention, donc le 3 mars, j'ai trouvé sur le sujet Covid-19 343 134 articles. Vous imaginez, si on doit suivre tout ça. Covid-19 modeling, donc les modélisations du Covid, 52 000. Donc il y a un sixième de tous les articles, c'est de la modélisation mathématique. Covid vaccine, 36 000 résultats, plus ou moins. Covid vaccine effectiveness, nous avons 17 000 articles sur l'efficacité des vaccins. Mais quand on voit le risque-bénéfice des vaccins, là il y a déjà plus que 1000. Et le coût-efficacité, il y en a plus que 160. Donc voilà, la science, mais quelle science? Donc vous comprenez tout de suite que voilà, il y a science et il y a science. On a beaucoup fait de modélisation, on a beaucoup fait des recherches pour prouver que les vaccins étaient efficaces, mais beaucoup moins sur d'autres sujets. Donc la médecine générale, il y a des généralistes parmi vous, l'économie de la santé, donc les coûts, bénéfices des mesures, très peu, sciences sociales, donc tous les aspects sociaux, psychologiques, etc. Et alors il y a quelque chose qui est totalement absent, c'est les sciences de la complexité, et je conclurai mon exposé par ça, il n'y a quasiment rien là-dessus. Alors, avec Covid rationnel, on a quelques-uns quand même cet après-midi, vous allez beaucoup nous entendre. On avait fait, vous connaîtrez certains des Jacques, Bernard, Olivier, on a fait une petite analyse sur justement les méfaits de la science, ou la science dévoyée, les méfaits de la science dévoyée,
On a fait ça déjà assez, enfin voilà, en début 2021, si je ne m'abuse. Et donc on commence par rappeler quelques notions d'épistémologie. Hein. C'est la discipline, c'est la science de la science. Je trouve que ça devrait être obligatoire dans toutes les formations universitaires, hein, savoir quelles sont les limites de la science. Donc on rappelle qu'il n'y a pas une science, mais une démarche scientifique. Que les conclusions scientifiques ne sont pas définitives, elles peuvent être corrigées, que la théorie ne peut être complètement validée à un moment donné que dans les conditions d'observation qui sont disponibles, et la généralisation, l'extrapolation à d'autres conditions reste hasardeuse. On rappelle également qu'une théorie, ben voilà, si on se rend compte après qu'il y a des observations qui la contredisent, ben il faut l'adapter, la corriger, la compléter. Et que des exemples peuvent être utilisés pour soutenir une théorie, mais un seul contre-exemple permet de remettre en cause la théorie. Donc rappelez-vous toujours, quand on parle de science, suivre la science c'est très bien, mais la science elle évolue tous les jours et il ne faut pas la croire bêtement. Alors voici un petit peu ce qu'on appelle la pyramide des preuves. C'est dans les différents types d'études, si vous voulez, d'études scientifiques. Il y a différentes méthodologies, hein, et certaines sont plus robustes que d'autres. Alors le top du top, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses, donc les revues systématiques de littérature, où on va essayer à un moment donné de collecter toutes les études qui ont été faites sur un sujet particulier et de mettre ensemble les résultats pour pouvoir tirer des généralisations. Deuxième niveau de preuve, c'est les essais contrôlés randomisés, hein, c'est ce qu'on fait en recherche clinique. Et puis vous avez d'autres types d'études dont la puissance, si vous voulez, la robustesse est de moins en moins élevée, cohortes, 4 témoins, etc. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on termine par les opinions d'experts, etc. Mais il y a modeling studies, il n'y a pas. Donc les modeling studies, les modèles, c'est pas de la science, c'est pas des preuves. Donc, pourtant, c'est ce qu'on vous vend comme étant de la science, comme étant des preuves, mais c'est même pas dans la pyramide des preuves, tout simplement. C'est pas de la science, c'est juste des modèles. Alors la science, c'est très bien, mais pour étudier quoi? Déjà, quand Fauci dit que la science n'est pas politique, il se ment à lui-même complètement. Enfin, à mon avis, il ment surtout aux autres. Mais parce que le choix de qu'est-ce qu'on étudie et de comment on l'étudie, c'est un choix politique. Donc le choix des thématiques, des questions de recherche, c'est pas neutre. C'est pas neutre politiquement, c'est pas neutre socialement. Le choix des indicateurs, je vais vous donner quelques exemples, c'est pas neutre non plus. Quand on fait, par exemple, une étude d'efficacité d'un vaccin, on va prédéterminer les indicateurs qu'on va mesurer. Si on choisit certains et pas d'autres, c'est un choix politique, c'est pas un choix neutre, si vous voulez. Le choix des critères évalués, donc quelqu'un a dit ce matin qu'on n'a pas vraiment eu d'évaluation de nos politiques de santé, de nos politiques de Covid. Je suis la première, et ils ont lancé plusieurs pétitions sur le sujet, je suis la première à le déplorer. Mais quand bien même on ferait une étude, une évaluation, disons, de nos politiques de riposte au Covid, ben, il faut déjà choisir quels critères est-ce qu'on va évaluer. La plupart des études qui ont été faites, notamment sur les vaccins, sur les NPIs, les interventions pharmaceutiques, c'est sur l'efficacité. L'efficacité, ça veut dire quoi? C'est l'atteinte des objectifs qu'on poursuit. Donc, on va prédéterminer les indicateurs qu'on veut suivre. Donc, on a été vraiment bombardé dans les médias, etc., d'indicateurs tels que les hospitalisations, les contaminations, etc. Donc une intervention va être efficace si elle atteint les objectifs au regard de ces indicateurs. Mais au-delà de ce critère d'efficacité, il y a plein d'autres critères qui valent tout autant la peine d'être mesurés. Il y a l'efficience, donc c'est le rapport entre les résultats et les coûts, les ressources qu'on investit pour les atteindre. Très très peu d'études d'efficience. On a interpellé les politiques pendant le Covid en disant « mais démontrez-nous le rapport coût-efficacité de vos mesures ». Rien du tout. Autre critère important, c'est l'équité, c'est-à-dire la distribution dans les différentes catégories de population des bénéfices et des coûts des mesures.
On sait très bien que toutes les mesures d'enfermement dont on a été victime, c'était pour protéger les vieux et les gros. Je dis toujours ça, on traite de tous les noms. Donc c'est eux qui bénéficiaient, mais c'est les jeunes, les pauvres, les gens en bonne santé qui payaient le plus lourd tribut. Et on sait très bien que les mesures ont eu des impacts négatifs disproportionnés vers les catégories de population les plus pauvres, les plus fragiles, les plus vulnérables, et les jeunes en particulier. Les impacts, c'est très important. Les impacts, on ne prédétermine pas les indicateurs qu'on poursuit. On va essayer de mesurer tous les effets, attendus, non attendus, positifs et négatifs des mesures. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'études d'impact ? J'ai vu là récemment une analyse d'impact des mesures en Pays de Galles et en Écosse. C'est tout ce que j'ai vu là, depuis 3 ans. Autre critère, c'est l'acceptabilité par la population. C'est bien beau d'avoir une mesure qui est efficace, mais encore faut-il qu'elle soit acceptable. Alors là, je vais quand même faire une petite blague. Je vais prendre 2 minutes de plus. Désolé, hein, les amis. Mais j'ai toujours quand j'explique ça à mes étudiants, j'ai toujours un petit exemple. Je leur dis, écoutez les enfants, si vous avez une mesure, si je vous garantis qu'une mesure, elle est efficace à 100%, elle n'est pas chère, elle n'a quasiment pas d'effets secondaires négatifs, et elle a des impacts positifs sur la santé des femmes et des enfants, et même des impacts sur le changement climatique. Est-ce que je leur demande, est-ce que vous votez pour cette mesure? Tout le monde dit, oui, génial, cette mesure est géniale. Donc, messieurs, je vous encourage à aller vous faire vasectomiser demain. Voilà. On est efficace, on est efficient, on a des impacts positifs, mais ce n'était pas acceptable par toute la population. Alors, d'autres critères, durabilité des interventions, la cohérence des différentes interventions, tout ça, ça doit être mesuré, ça doit être évalué, mais ça ne l'est pas malheureusement. Alors, la science, au temps du corona, hein, on a beaucoup parlé d'études et de modèles sur la propagation du virus, hein, mais on a beaucoup moins entendu parler des autres facteurs que le virus qui provoquent la maladie, parce que c'est pas un virus tout seul, des virus, il y en a plein, on est en contact avec eux tout le temps, mais c'est pas juste le virus qui provoque la maladie. On a écrit ça dans un article avec quelques collègues, qu'il faut essayer de mieux comprendre justement ces facteurs qui font que chez certaines personnes ça va mal se passer. On a beaucoup entendu parler de l'efficacité de certaines mesures, notamment des traitements individuels, hein, des études plus ou moins bien faites sur des traitements individuels, beaucoup moins sur la prise en charge. Frédéric Caruso en parlera après moi. Efficacité des mesures de riposte, oui, quand même pas mal, mais juste l'efficacité. On n'a pas eu d'études sur les coûts, sur les impacts, sur l'équité, etc. Pareil pour les vaccins. Alors, au niveau disons de la communauté scientifique, il y a quelques voix hein, qui se sont élevées très tôt dans la pandémie, donc Paul et Reed notamment, sur justement l'importance d'évaluer les mesures de riposte contre le Covid. Et il y a eu pas mal aussi d'analyses et d'éditos dans le BMJ, donc la grande revue britannique, sur le fait qu'il faut absolument cesser de se voiler la face. Les mesures de riposte contre le Covid ont aussi des effets négatifs, donc il faut vraiment étudier ça également. Alors ici quelques extraits hein, du bulletin de l'OMS, du BMJ, des Proceedings PNAS en Amérique, etc. Donc qui vous montrent où des scientifiques, même dans le bulletin de l'OMS, estiment que voilà, quand on voit tous les effets collatéraux des mesures de lutte contre le Covid, il est vraiment important de mieux étudier ça, de faire plus de recherches là-dessus. Mais en fait, on n'a quasiment rien. Ici, vous avez eu dans le BMJ Evidence Based Medicine, ils ont fait une revue systématique de littérature sur justement les études robustes, les essais contrôlés randomisés sur les interventions dites non pharmaceutiques. Ils avaient trouvé 41 études qui étaient enregistrées, hein, comme a expliqué Bernard, mais seulement 9 ont été menées à bien et publiées. Donc on a imposé au monde entier des mesures qu'on ne savait pas si elles marchaient ou pas, en fait. En gros, c'est ça, un gros problème. Alors, un exemple, les masques, hein, on en parlait un petit peu avec une de vous tout à l'heure.
Très récemment, hein, c'était le 30 janvier, est sorti dans la collaboration Cochrane, c'est vraiment la grande collaboration internationale de revues systématiques, une étude sur justement les masques et les autres interventions physiques pour arrêter la propagation des virus respiratoires. Et la conclusion, c'est on ne sait pas, en fait. Voilà. Il n'y a pas de base de preuves suffisante pour savoir. On ne dit pas que ça ne marche pas, mais on ne sait pas si ça marche ou pas. Donc, alors, il y a eu énormément de pression sur les auteurs pour qu'ils retirent leur étude. Ils ont refusé. Donc, Cochrane a dit oh oui, il ne faut pas conclure que ça ne marche pas. Mais c'est juste, la conclusion, c'est on ne sait pas. On ne sait pas. Autre exemple, là, je me suis bien amusée, enfin non, je ne me suis pas bien amusée, mais j'ai bondi de ma chaise quand j'ai vu cette étude-là, en février, le 17 février 2021, les effets d'une dose unique de vitamine D3 sur la durée d'hospitalisation des patients atteints de Covid sévère à modéré, enfin modéré à sévère. Donc en fait, ils font un essai contrôlé randomisé, la numéro 2 dans la base de preuves, nickel, qui est publié dans le JAMA, qui est une des grandes revues américaines. Et donc, ils prennent des gens et ils leur donnent soit une dose de vitamine D 200 millilitres, hein, soit rien, soit d'un placebo, et ils constatent que ça ne change pas la durée d'hospitalisation. Ça, c'est la science. C'est le plus haut, quasiment le plus haut placé dans la base de preuves, c'est la science, c'est publié dans une des meilleures revues. Et voilà. Bon, maintenant, on sait évidemment qu'il y a une association sur une étude de cohorte entre la vitamine D et la réduction de l'infection et de la mortalité. Voilà. Enfin, en attendant, on a quand même perdu beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts pour rien, en fait. Alors, venons-en au vaccin. Là aussi, on peut s'amuser au niveau de la science. Donc, on peut s'attendre à ce que, comme plusieurs collègues l'ont dit, des nouveaux vaccins, etc., qui soient bien testés, etc. Alors, très tôt, en fait, dans le BMJ, donc la revue britannique, il y a un éditeur, Peter Doshi, qui s'est vraiment mouillé la chemise pour faire des éditoriaux, pour alerter justement du fait que les essais cliniques étaient mal conçus dès le départ. Donc, quand on a vu, quand ils ont vu les protocoles d'essais cliniques de Pfizer et de Moderna, ils se sont rendus compte que ces protocoles étaient vraiment juste mal foutus. Le choix des indicateurs d'outcome, là dont je vous parlais tout à l'heure, était mal foutu dès le départ. Donc, aucun de ces essais n'est conçu pour détecter une réduction significative au niveau des admissions hospitalières, des admissions en soins intensifs ou de la mortalité. Donc en fait, les seules études qu'on pourrait croire, disons, sur l'impact des vaccins, on ne les a pas faites. Par ailleurs, donc, ces essais cliniques ont sélectionné des gens qui n'étaient pas à risque de forme sévère de Covid, et donc forcément, il y a vraiment des très petits nombres sur lesquels on allait pouvoir faire l'étude, pour essayer de mesurer une efficacité quelconque. Et puis en plus, toutes les gens à risque de forme sévère n'étaient pas inclus dans ces essais. Alors, d'autres éditoriaux, encore par après, ils ont insisté quand même régulièrement, mais ils ont continué à prêcher dans le désert. Est-ce que les vaccins contre le Covid sauvent des vies? On ne sait pas. En fait, les études ne sont pas prévues pour le mesurer. Ah oui, ça c'est aussi très amusant aussi parce que donc on a interviewé une personne qui est je sais plus si c'est de Pfizer, je pense, et il le dit dès le départ que les essais ne sont pas conçus pour démontrer s'il y a un effet sur la prévention de la transmission. Alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu au Parlement européen, tout le monde s'est excité en disant vous vous rendez compte, Pfizer, ils ont avoué qu'ils ne savaient pas si ça... on le savait très bien. On le savait très bien depuis le début, c'était de notoriété publique que les essais cliniques n'étaient pas faits ni pour mesurer s'il y avait un effet sur la transmission, ni s'il y avait un effet sur la réduction des soins intensifs et de la mortalité. Donc voilà, c'est ça la science.
Alors voilà, encore d'autres éditoriaux, toujours du brave Peter Doshi, qui a exhorté, disons, les pharma, en fait, les industries pharmaceutiques à donner les données, comme Bernard a parlé, pour qu'il puisse y avoir les données brutes, si vous voulez, que des chercheurs indépendants puissent utiliser les données brutes pour pouvoir faire des analyses indépendantes de ces choses, de l'efficacité ou pas de ces vaccins. Et donc, si on veut aussi mesurer non pas seulement l'efficacité, mais aussi l'efficience, le coût-efficacité. C'est seulement en donnant les données brutes à des chercheurs indépendants qu'on va pouvoir mener des études sur le coût-efficacité, sur le risque-bénéfice de ces vaccins. Malheureusement, les données ne sont pas encore disponibles. Alors, deux autres articles ici. L'éléphant dans The Elephant in the Room, ou plutôt Not in the Room, c'est que toutes les études d'efficacité des vaccins utilisent l'indicateur de réduction du risque relatif, mais comme on le teste sur des personnes en bonne santé et que le Covid est somme toute pas très dangereux, comme nous en sommes la preuve vivante, en fait, si on mesure en termes absolus la réduction du risque relatif, elle est plus que de 1,3% pour AstraZeneca, 1,2% pour Moderna, 1,2% pour J&J et 0,84% pour Pfizer. Bon, ça fait déjà, c'est beaucoup moins sexy évidemment pour vendre sa camelote, de se dire on a une efficacité de 0,84%. Alors, autre chose qui n'a pas été suffisamment mesurée, c'est les effets des vaccins sur la mortalité. Alors ici, il y a des chercheurs, donc c'est un preprint d'il y a quasiment un an, ils n'ont toujours pas réussi à le publier. C'est des chercheurs danois, très connus dans le domaine de la vaccination, vraiment des références. Donc ils se sont rendus compte que sur la base des essais cliniques Pfizer et Moderna, on n'arrivait pas, les chiffres étaient trop petits que pour pouvoir mesurer des choses intéressantes. Donc ils ont poolé, si vous voulez, ils ont mis ensemble les vaccins à ARN messager d'un côté et les vaccins à adénovirus de l'autre côté. Et alors donc ils se sont rendus compte qu'en poulant, on avait des résultats significatifs. Et donc le risque en fait de mortalité est légèrement augmenté avec les vaccins à ARN messager. Et un autre ratio de 1,03 et qui est par contre réduit pas mal par les vaccins à adénovirus. Alors, aussi pour vous montrer à quel point la science, il faut quand même s'en méfier, il faut quand même aller au-delà des titres et surtout de ce qu'on en dit dans la presse. Donc ici, ça c'est l'essai Pfizer pour la 3e dose qui a été faite sur une base d'une étude observationnelle en Israël. Et alors donc en fait ils ont essayé de mesurer l'efficacité de la 3e dose et alors ils vous disent le follow-up, donc le temps de contrôle moyen pour mesurer l'efficacité, c'est de 13 jours. C'est pas moi qui invente, hein, c'est Lancet. Hein. Donc voilà, moi je suis ministre de la Santé, on pond une étude pareille, je renvoie mon cabinet quand je dis vous êtes vraiment nul, je veux quelqu'un d'autre pour me conseiller. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils prennent des décisions sur la base d'une efficacité à 13 jours? Alors, risque-bénéfice, coût-efficacité des vaccins, ça commence à sortir. Hein. Là, il y a deux articles donc, de septembre 2022 et de 14 février 2022 qui, en fait, font des calculs de risque-bénéfice des vaccins. Alors, ici, une étude qui a été fort critiquée, évidemment, parce que c'est le fameux Peter Doshi, Freeman, etc., où ils se rendent compte, ils mesurent qu'il y a un effet, donc il y a un risque excessif d'effets adverses sérieux, quand même de 10 à 15 par 10 000 vaccinations. Et ici, donc, des autres chercheurs qui ont quand même fait la balance risque-bénéfice pour les jeunes, pour les jeunes de 12 à 17 ans. Et en fait, à moins que vous soyez une petite fille à comorbidité lourde qui n'a jamais rencontré le virus, la balance risque-bénéfice est négative. Voilà.
c'est pas pour ça qu'on a changé la politique de vaccination des enfants en Belgique. Hein. Follow la science, follow la science, c'est bien quand ça arrange les gens. Alors, pourquoi cette... je ne sais pas comment dire, cette pauvre science, pourquoi est-ce que la science est si faible en fait? En fait, on est vraiment dans un paradigme de recherche scientifique qui n'est pas du tout adapté à l'objet qu'on étudie. Donc, on se base, les méthodes classiques de recherche clinique, donc les essais contrôlés randomisés, pour vous expliquer en français facile, vous avez deux groupes, un avec l'intervention, un sans l'intervention, et on va mesurer la moyenne des deux groupes au regard d'un objectif, d'un indicateur prédéfini. Et donc on cherche en fait des relations binaires entre une intervention et un effet. Et donc, c'est pas du tout adapté à un système complexe comme celui de la santé. La santé, il y a en fait plein de causes et plein d'effets qui se passent dans notre corps à tout moment. Et dès lors, si on veut vraiment embrasser ce paradigme des sciences de la complexité, il faut changer les méthodes de recherche, y compris des méthodes de recherche clinique, pour sortir de ce truc où on va essayer de mesurer deux indicateurs, l'intervention et un indicateur, pour essayer de comprendre plus la complexité des différentes causes qui causent différents effets au sein d'un individu. Alors, de manière générale, ces méthodes en fait, de recherche font comme si vous aviez une intervention, un vaccin, un médicament, un masque, whatever, et que vous allez mesurer les résultats. Et en fait, vous ne savez absolument pas ce qui se passe entre l'intervention et le résultat. Comme si l'intervention allait avoir le même effet sur tout le monde en tout temps. Donc là, il y a une boîte noire. Donc on mesure la différence entre l'intervention et les résultats. Alors ça, c'est aussi un truc que je montre tout le temps à mes étudiants. Là, vous avez une belle démonstration, un beau scientifique. Il ressemble un petit peu à certains de nos scientifiques. Vous avez une belle équation, là, avec l'intervention, les résultats. Et ici se passe un miracle. Et l'assesseur qui dit quand même, là je crois que vous devriez quand même être un petit peu plus explicite sur l'étape numéro 2. Donc ça c'est ce qu'on appelle la théorie de changement, c'est-à-dire comment est-ce que l'intervention est censée avoir des effets. En fait, avec les méthodes de recherche classiques, on ne se pose pas cette question, mais pourtant c'est très important. Un petit exemple très amusant que je vais vous montrer juste ici. Ici, on a eu une recherche qui a été faite, bon, heureusement, c'est une évaluation sur base d'une cohorte, avec 2 800 000 patients aux États-Unis, publiée toujours dans le JAMA, c'est vraiment un grand journal. Et alors, donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'effet de causalité entre l'infection au virus et l'alcoolisme. Et l'augmentation de l'alcoolisme. On a vu, voilà, pendant le Covid, il y a eu une augmentation de l'alcoolisme, mais en fait, c'est pas lié au virus. Alors, il conclut, meaning, interprétation, que c'est peut-être pas le virus, c'est peut-être plutôt les mesures qui ont augmenté leur... On leur aurait bien dit, hein, on est quand même plus ou moins devenus alcoolos, mais c'était pas à cause du virus, c'était à cause des confinements. Ah oui, lol. Alors, la science est faite de débats, et par définition, ça évolue. Il y a certains scientifiques qui ont essayé de faire des débats. Ici, toujours dans le BMJ en 2020, voilà, il y a certains experts qui ont voulu essayer de débattre des mérites du lockdown, donc on enferme tout le monde, ou de la protection focalisée. Mais si vous avez suivi un petit peu cette saga, vous savez bien que ça a été très très vite repris au niveau politique. Et donc ceux qui étaient pour la protection focalisée, la déclaration de Great Barrington, ils se sont fait traiter de tous des noms, extrême droite, etc. On a quand même un rassuriste parmi nous, un recteur rassuriste, etc. Mais petit à petit, il y a quand même une petite évolution au niveau des scientifiques. Dans le New England Journal of Medicine, là c'est vraiment le top du top en médecine, là, il y a quand même un gars qui a osé dire que finalement, il faudrait peut-être
arrêter de poursuivre l'objectif de prévenir toute infection symptomatique. En tout cas, chez les jeunes en bonne santé, on s'en fout un petit peu s'ils attrapent le... Waouh, génial, on repart en avant. Alors ici, dans Celle, on a même notre Anthony Fauci, pas national, mais international, qui a quand même sorti un truc récemment où il explique que les virus comme le SARS-CoV-2 ils ne provoquent pas d'immunité mucosale et donc les vaccins en fait ça marche pas très bien sur ce genre de virus. C'est quand même sympa de nous le dire 3 ans après. Alors, vraiment, une des grandes leçons de cette pandémie, c'est au niveau de la science, hein, c'est qu'on a besoin d'interdisciplinarité. C'était un petit peu ça notre force à Covid rationnel, c'était l'interdisciplinarité, parce que quand on est décideur politique, on a besoin de croiser les points de vue et d'avoir les points de vue. Il n'y a pas qu'un indicateur. Vouloir contrôler un virus respiratoire, déjà c'était débile au départ, et puis il n'y a pas qu'un indicateur, il y a plein de choses à mesurer dans une société, et donc c'est essentiel de croiser les disciplines et de confronter les idées. Alors c'est aussi très important de conserver son bon sens. Alors si ça vous amuse, là, quelques articles qu'on a fait avec des collègues, hein, notamment, c'est moi qui ai trouvé le titre, hein, Covid-19, an extraterrestrial disease, Bernard est dedans et tout. Donc voilà, parce qu'on a fait comme si le Covid c'était une maladie extraterrestre en fait, et donc tout ce qu'on connaissait en médecine, en santé publique, ça n'existait pas. Si, pourtant en fait c'est juste une maladie comme les autres, les coronavirus on les connaît depuis 60 ans, hein, comme Bernard l'a expliqué. Ça nous aurait évité beaucoup de malheurs si on avait tiré les leçons des autres maladies, c'est pour celle-là. Un article ici sur... c'est moi aussi qui ai trouvé le titre, je suis très forte en titre. Donc jouer à la roulette russe du vaccin. En fait j'ai écrit cet article, le premier draft en décembre 2020, donc avant même qu'on sache s'il marchait ou pas. Mais simplement le fait de tout miser sur le vaccin pour sortir de cette crise, c'était débile depuis le début. C'était vraiment un pari super risqué, et d'ailleurs un pari qui s'est révélé perdant. Puis aussi, bon, ici on fait voilà, on ne peut pas que miser sur la vaccination, il faut aussi prendre en compte l'immunité naturelle. Alors donc, comme je le disais, un changement de paradigme scientifique s'impose réellement. Donc là aussi très tôt, hein, en mai 2020, j'ai écrit cet article-là pour exhorter à faire un changement de paradigme au niveau scientifique dans la manière dont on se prépare aux épidémies, aux pandémies. Donc en fait dans cet article ici, j'attaque vraiment le paradigme pasteurien, donc l'idée de Pasteur c'est que vous avez, pour chaque maladie vous avez un vecteur, un virus ou une bactérie qui cause une maladie, et donc il y a un traitement, comme s'il y avait vraiment des relations unilatérales comme ça, alors que la santé est un système complexe, c'est pas du tout adapté. Et donc, ici, c'est Joachim Sternberg, ça c'est vraiment mon idole, je l'adore. Tout ce qu'il a écrit est bien. Donc là, lui, il exhorte aussi à changer le paradigme de la recherche, et donc il explique que, bon, encore un petit cours d'épistémologie, que la recherche clinique telle qu'elle est faite maintenant, elle est basée sur le paradigme du réductionnisme. Donc on va essayer vous avez un système et vous allez essayer de découper ce système en petits morceaux et de bien connaître chaque petit morceau. Et plus vous connaissez bien un petit morceau, plus vous êtes un grand expert selon certains, selon beaucoup de gens. Or, on est dans un système complexe. La complexité, c'est pas du tout ça. La complexité, vous avez un grand tout et on va essayer de comprendre les interrelations qu'il y a dans ce système et qui déterminent le tout en fait. Et donc ça c'est vraiment une révolution au niveau de l'approche scientifique qui est nécessaire, mais qui ne démarre pas encore. Je ne sais pas quand ça va démarrer. Alors donc, voici en conclusion, donc c'est absurde de croire que vous pouvez avoir une solution simple ou même une solution compliquée avec des grandes équations, etc. pour un problème complexe, parce que les problèmes complexes, justement, ça a un système complexe, ça a une espèce de vie propre et c'est difficile à changer de l'extérieur. Et donc il faut vraiment changer l'approche scientifique adoptée. Alors aussi quelque chose d'important à comprendre, c'est que l'absence de preuve n'est pas équivalente à la preuve de l'absence. C'est dommage que les Audrey ne soient plus là parce qu'en sciences juridiques aussi ça peut s'appliquer.
C'est pas parce que vous n'avez pas la preuve qu'il y a quelque chose qui a un effet ou que c'est équivalent à la preuve qu'il n'y a pas cet effet. Donc retenez bien ça. Alors suivre la science c'est très bien, mais donc in fine toutes les décisions sont politiques. Donc le choix des disciplines qu'on va consulter, le choix des experts qu'on va consulter, le choix des indicateurs comme je vous l'ai dit, le choix du processus de recherche, d'évaluation, le choix des critères de décision et le choix d'évaluer ou pas la mise en œuvre de ces interventions, tout ça c'est des décisions en fait qui sont politiques. Donc voilà, suivre la science c'est très bien, mais choisissez bien vos scientifiques.